Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire, votre fenêtre sur le monde culturel bibliothèque. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de jeter un coup d'œil sur les dernières productions culturelles, intellectuelles qui sont apparues sur la scène égyptienne. En fait, aujourd'hui, j'ai deux œuvres très importantes. Premièrement, il s'agit de cette œuvre intitulée « Les secrets et les bases de l'écriture hiéroglyphique » et toujours une autre œuvre intitulée « Les caractères et les bases de l'écriture erratique ». Donc, ce sont deux œuvres composées par Abdelrahman Abou Zeid. C'est un chercheur dans le domaine de l'archéologie. Mais avant de vous laisser avec un tout petit reportage qui va jeter la lumière sur ces deux écritures, je dois vous noter une chose très importante. L'écriture erratique permettait dans l'Égypte antique aux scribes d'écrire rapidement en simplifiant les hiéroglyphes et était utilisé dans l'administration. Donc, je dois actuellement vous laisser avec ce reportage. Après cela, c'est le temps de notre rendez-vous avec l'archéologue Abdelrahman Abou Zeid. Lorsque l'ancien Égyptien a dessiné des créatures dans les caves d'El Gelf el-Kibir, dans le désert occidental de l'Égypte, il n'a jamais pensé que ces symboles raconteront un jour sa glorieuse histoire, voire l'histoire de toute l'humanité. C'était il y a 7000 ans avant Jésus-Christ. Les ancêtres ont dessiné des symboles de la nature sur l'un de ces éléments les plus solides, à savoir la pierre. C'est cette pierre qui nous a transmis et a transmis au monde entier l'histoire des premiers alphabets de l'histoire humaine, qui est l'alphabet de la nature égyptienne éternelle. L'une des choses les plus étonnantes, c'est que le nom actuellement répandu dans le monde de ces symboles égyptiens n'a aucune relation avec la nature pittoresque, ni avec les Égyptiens qui ont fait des créatures de la nature un alphabet. Le nom connu actuellement est grec-romain. Il complète le gros mensonge connu de l'histoire humaine sur l'évolution de l'écriture des symboles en lettres à travers les différentes époques. Pour savoir l'origine de ce nom, il faut savoir que les Grecs aient la faveur de composer le premier alphabet complet avec ses consonnes et ses voyelles. Après avoir acquis les consonnes dalkaniennes, on a masqué la réalité historique. Malheureusement, la plupart des archéologues égyptiens sont restés les mains liées devant les mensonges répandus partout dans le monde. Le plus dangereux de ces mensonges est le dépouillement de la plus grande réalisation linguistique produite par le génie de l'Égyptien, à savoir le transfert du symbole graphique vers une lettre sonore, sans perdre sa nature, pour l'offrir sans raison aux Hébreux de Béni Israël pour qu'ils l'introduisent dans leur alphabet proto-sciatique, composé seulement de consonnes. Les chercheurs égyptiens n'ont pu rien sauver du patrimoine de leurs géants ancêtres. J'ai éprouvé une grande joie lorsque les jeunes Égyptiens ont pris conscience de ce complot qui détruit les réalisations de leurs ancêtres et par conséquent détruit les réalisations du peuple égyptien. Alors, un certain nombre d'archéologues égyptiens ont commencé eux-mêmes à rédiger leur histoire pour éviter la manipulation par les autres de ces éléments. Ce livre est un des essais réussis de fouiller dans les secrets du langage et l'alphabet des ancêtres, afin de rédiger une histoire sincère ayant pour objectif la construction de l'ancien Égyptien. C'est l'histoire qui est digne de lui. L'écrivain a fait un grand effort et a fait tout son possible afin de composer une référence complète sur la langue égyptienne et ses symboles, ainsi que leur signification et les règles qui construisent la structure de la phrase égyptienne.
L'auteur a également pris en considération le fait que l'explication doit être comprise, simplifiée, de manière à ce que tout le monde puisse en tirer profit. Par souci d'honnêteté scientifique, je dois avouer que je n'arrive pas à lire les textes des ancêtres. Mais à travers cette référence scientifique, je vais essayer de l'apprendre pour que je puisse comprendre le message adressé à nous et à toute l'humanité. Donc de retour au studio avec notre Abdelrahman, notre invité Abdelrahman Abouzeid, notre archéologue dans le domaine de l'égyptologie. Vous êtes toujours bienvenue sur Nat TV International. Au studio de Nat TV International. C'est la première qui se trouve. L'écriture égyptienne, il est imputé ou il est inspiré par un environnement égyptien. Donc, ce qui avait construit ce pyramide, ce sont les anciens égyptiens. Oui, bien sûr. Notre docteur Zahia Hawes avait prouvé ça avec plus d'une méthode. On retourne une autre fois également pour l'écriture hiératique qui est à travers laquelle, quand vous dites l'écriture hiératique avait une nécessité primordiale, si extrême nécessaire, parce qu'elle nous donne la vie de l'ancien Égypte. Elle s'appelle la ligne sacrée. Elle est reliée plus pour les écritures religieuses qui se trouvent sur les temples et les pyramides, etc., et les textes religieux, etc. Mais l'écriture hiératique nous donne par une grande part de l'écriture, il y avait également la littérature de la sagesse, des conseils. Pour les contacts quotidiens, on va traiter ce point, mais laissez-moi, avant d'entrer dans ce domaine, que vous avez cité qu'il y avait des marques qui ont une valeur unilatérale et qui ont une valeur bilatérale et qui concernent l'homme et concernant la femme. On ne veut plus d'explications, simplifiez s'il vous plaît. Les signes unilatérales, la hiérographie, elle est la base parce que c'est la ligne ou c'est la marque complète pour les signes. La hiérographie également, il inspire ces signes ou ces symboles par l'environnement qui l'entoure. Il avait dessiné le ciel, les oiseaux qui sont alentour, il exprime pour la terre les moyens utilisés dans la maison, dans le domicile. Il y avait des signes modernisés qui se trouvent devant lui et il y avait des marques naturelles comme le ciel, la terre, etc. dont il avait fait allusion. Donc les signes qui se trouvent ou qui existent présentent une seule voix. Donc les signes qui se trouvent devant moi, il y avait une seule lettre pour la prononciation. Mais la signe bilatérale, c'est une seule marqué avec deux lettres dans la prononciation. Par exemple, le signe du B, donc la prononciation est B. Mais il y avait une autre marque, Bir par exemple, c'est-à-dire le domicile ou la maison. Dans la prononciation, il y avait B et R. Donc, on va étaler par exemple, ou c'est une représentation pour ce qui est étalé maintenant sur l'écran. C'est un ensemble de textes, je vais dire par la latine. Bon, c'est cela avec la langue latine. Non, les symboles qui se trouvent, c'est un des problèmes également, parce que ceux qui interprètent notre langue, ce sont des étrangers. Ils parlaient et ils racontaient avec leur langue, avec leurs lettres, avec les marques latines. Je suis avec une direction qu'on doit écrire notre langue hiéroglyphe par la langue arabe, par nos signes, mais ils écrivaient par la langue latine parce que c'est leur langue. Par exemple, il y avait par exemple ici les trois premiers signes, par exemple les biens donnés par notre bon Dieu. C'est le grand bon Dieu ou Saïd Abidous, par exemple, il nous donne
Bon, voilà, ce sont les marques qui se trouvent, ce sont des brefs pour des mots. Chaque signe d'entre eux exprime un mot. Ils donnent la pain et la viande des oiseaux et des taureaux et les huiles parfumées et tout ce qui est beau et bon dans ce qui vivait, où le propriétaire du panneau, c'est l'aigle qui présentait toutes les bénédictions. Laissez-moi vous demander également d'où est venue cette langue phonétique. Cette écriture, ces voix, c'est quelque chose de phonétique. Oui, pour nous-mêmes, notre prononciation, il est formé avec exprès complètement, mais en tant que des lettres ou des marques phonétiques, ce n'est pas formé. Par exemple, comme Napoléon avait interprété après de lui, tous ceux qui ont dirigé son chemin, ils veulent aligner à la langue copte parce que la langue copte représente la 4e étape et la dernière étape de l'ancienne langue égyptienne. Donc, la langue copte n'est pas présentée avec des anciennes lettres égyptiennes, mais c'est prononciation pour l'ancienne langue égyptienne. Donc, on a pu savoir que les voix spéciales pour la langue ancienne égyptienne, à travers l'écriture copte, Champollion également l'avait reconnu et dépendait sur l'écriture copte comme une dernière étape. Bon, laissons-nous aller à ce que vous avez cité, que l'écriture hiératique n'est pas seulement spéciale, comme chacun prétendait, mais elle avait traité les coins et les divers aspects de la vie concernant l'ancienne vie égyptienne. Parmi les plus importants, la plus importante papyrus qui a été rédigé par la langue hiératique, c'est le discours de la protestation, par exemple. La protestation, c'est quelque chose qui est si important et que le facteur ou l'élément égyptien simple, comment il lutte contre le temps et comment il proteste. À ce qui gère l'administration, il perdait son temps. L'ancien Égyptien gardait son temps bien et gardait son travail. Et quand il proteste pour le travail, pour travailler, pas comme maintenant, on proteste pour ne pas travailler. Non, on proteste pour travailler. C'est la protestation pour le travail. Et il y avait temps perdu. Donc, il proteste, il se manifeste, il veut. On doit exploiter l'occasion, on doit travailler. L'histoire, tout simplement, qu'il y avait un certain nombre d'ouvriers, il y avait un vaisseau qui est venu de la direction de la ville et ils ont dit qu'ils vont leur donner des demandes quotidiennes ou les moyens du travail. Ils ont demandé à aller au dos du vaisseau ou du bateau et aller là-bas pour prendre, pour acheter les choses. Donc, ils protestent l'ouvrier égyptien parce qu'il avait dit qu'on va également perdre le temps. Non, le bateau où il y avait des gens qui disaient non, ils doivent exploiter le temps comme il faut. Il y avait également quelque chose qui caractérise ce papyrus également. Le plus privilège dans ce papyrus, c'est le plus ancien lettre égyptien contre l'administration, pas pour la grève, mais pour l'intérêt du travail, tout en gardant le plan du travail. Il y avait également l'art qui a été diffusé. C'est l'art du graphite, mais quand vous avez cité dans cette œuvre concernant les traits et les bases de l'écriture hiératique, vous avez cité que c'est un art égyptien reconnu depuis très longtemps. C'est un art égyptien reconnu depuis très longtemps, ce qui m'emmène à ce point que c'est un développement ou évolution pour le hiérographie également.
on commence à moderniser quelque chose, c'est écrire avec un big, par exemple, sur un papyrus. Il y avait également des missions qui allaient pour couper les pierres. Il veut donner son mémoire comme quelque chose d'éternel. Il écrivait avec un big avec le cran sur le graphique ou sur les pierres qui se trouvent. C'est écrire par le pic ou par l'écran sur la pierre. L'importance et la nécessité de cette écriture hiératique ancien égyptien, c'est un développement naturel et normal pour l'écriture hiéroglyphique également. Vous avez cité dans ce livre un papyrus qui est nommé le papyrus du Hatmoun. Oui, c'est un texte et il y avait un livre. Vous avez cité la hiérographie et la hiératique, mais c'est un papyrus qui est rédigé par 70 Hatnoub, où les manuscrits du Hatnoub, ce sont 70 manuscrits ou textes. 77 manuscrits ou textes ou écritures sur la pierre, 70 textes. Bon, vous avez cité dans le deuxième livre parce que la durée temporaire de ce livre ne supporte pas que ces deux seulement. Il y avait beaucoup de durée temporaire, mais Hatnoub, c'est où il y avait, on prenait les pierres, les présidents ou le chef des missions allaient là-bas à travers l'ancien pays égyptien. Le chef des ouvriers, il, par exemple, donnait son nom comme quelque chose d'éternel sur la pierre. Il disait que je suis venu ici dans ce régime, dans ce temps-ci, dans ce jour-ci pour éterniser cela. C'est pour éternisation de la mémoire. Un des papyrus également qui sont les plus importants dont vous avez mis dans ce livre. On jette la lumière sur la justice dans l'ancien Égypte et l'importance ou la nécessité de l'autorité judiciaire. On jette la lumière sur la justice et le conflit qui se trouve entre les gens qui se trouvent et l'autorité judiciaire. C'est l'autorité séparante, ce qui glorifie le poste judiciaire et le poste de pays également depuis très longtemps et depuis cette histoire. Et il y avait un respect, oui, bien sûr, il avait un respect pour la justice. Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs, ou avec plus de précision, c'était tout pour cette rencontre. Et actuellement, je dois vous laisser, chers téléspectateurs, avec un reportage sur un des lecteurs qui va nous parler d'un livre qu'il a lu. Donc, avant de vous quitter, chers téléspectateurs, nous devons jeter un clin d'œil très rapide sur la statistique d'un box-office sur les livres les plus vendus sur le marché national ou même sur le marché international. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بنختار كتاب للثقافة وهو يتكلم عن الاقتصاد. Il aborde les crises économiques, dont la plus importante est celle qui a eu lieu en 1997 en Asie. Le livre a pour titre « Le domptage des tigres ». Ce livre, qui est avec nous aujourd'hui, est le domptage des tigres, la fin du miracle asiatique. Il a été traduit par M. Samir Karim et publié par le Centre d'Al-Ahram.
Le livre explique les raisons qui ont mené à la crise économique qui a frappé l'Asie de l'Est. Comme nous le savons tous, après la Seconde Guerre mondiale, l'Asie de l'Est a connu un grand développement. Il y a 25 pays asiatiques, dont 8 conduisaient la locomotive de l'économie avec à leur tête le Japon. Ce système économique s'est effondré. Tout le monde disait à l'époque que c'était un système puissant qui ne se fondrera jamais. Mais du jour au lendemain, on ne le trouve plus. L'auteur a cherché les causes de l'effondrement de ce système. S'est-il effondré à cause de sa faiblesse économique ou bien sa faiblesse politique? Il pose deux importantes questions. Le cycle économique a-t-il joué un rôle ou bien c'est le modèle économique lui-même? Il a répondu à la question en disant « Si c'était le cycle économique, ce n'est finalement qu'un cycle. » Quant au modèle, s'il n'a pas de racines solides, cela est un problème, parce que le modèle économique est lié aux racines économiques et non pas au cycle lui-même. Si les défauts sont relatifs aux racines, à l'infrastructure économique ou à la politique financière et les politiques internes qui ont mené à l'effondrement du système, ceci signifie que cette infrastructure n'était pas suffisante pour soutenir ce modèle. Alors, il s'est affaibli. La seconde question posée par l'auteur dans le livre est « Est-ce que l'intervention du Fonds monétaire international, FMI, a mené à la faiblesse des marchés financiers ou bien les a renforcés? » Nous découvrons que l'intervention du FMI a eu un impact sur les marchés financiers. Cette intervention a terrifié les investisseurs. Dans les marchés financiers, le terme terreur veut dire perturbation. L'investisseur perd son équilibre en choisissant les actions ou en se retirant du marché. On appelle cela terreur. L'investisseur se comporte de manière anormale qui mène à l'effondrement du marché. C'était un élément essentiel dans l'effondrement du marché asiatique. Donc, avant de vous quitter, chers téléspectateurs, nous devons jeter un clin d'œil très rapide sur la statistique d'un box-office sur les livres les plus vendus sur le marché national ou même sur le marché international.
Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Je dois vous dire au revoir et à la prochaine.